pendant 25 ans, vous essayez d'expliquer une maladie à d'autres que même les médecins ne savent pas vous expliquer. Voilà, il y a un poids qui s'est libéré de mes épaules. Pour moi, c'était un nouveau départ, je me sentais libre. J'ai l'impression qu'une porte s'ouvrait, une grande porte s'ouvrait devant moi. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Et depuis 1987, le Téléthon revient en France le premier week-end de décembre. J'ai invité Mathias Lambert. Bonjour et bienvenue Mathias. Bonjour. Vous êtes docteur en biologie, chercheur au Boston Children's Hospital et à la Harvard Medical School. Vous travaillez sur les maladies génétiques rares et notamment les maladies neuromusculaires. Et vous avez donné un nom à la maladie dont vous êtes atteint. À noter que vous êtes le premier malade atteint d'une myopathie à avoir traversé l'Atlantique pour travailler dans un laboratoire. C'est très sérieux puisque vous avez fait des recherches là-dessus et vous vous êtes rendu compte que vous étiez le premier. Et, oui. Et d'ailleurs, il y a une gentille dame qui un jour vous a dit les handicapés ne partent pas aux États-Unis, ils restent chez eux. Oui, vous pouvez voir qu'avec mon histoire, c'est totalement faux. Je pense que oui, j'ai dû affronter pas mal de barrières, à la fois la barrière de ma maladie, mais aussi les barrières de la société qui m'ont parfois empêché de faire des choses. Oui, clairement. Mais c'était violent quand même, là, pour le coup, comme attaque. Pour le coup, c'était très violent. C'est-à-dire que j'avais des rêves plein la tête et on me dit ça 2 mois avant de partir. Il faut avoir envie d'y aller, c'est clair. Vous avez eu la chance de travailler avec le professeur Louis Kunkel, votre mentor. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris à son contact ? J'ai travaillé avec lui pendant 8 ans tous les jours. J'ai envie de dire, j'ai tout appris avec lui. J'ai appris, bien sûr, la science, la démarche scientifique, comment penser comme un chercheur, comment essayer aussi de développer des traitements. C'est-à-dire que lui, il a plus de 40 ans de carrière. Il m'a vraiment tout appris de A à Z. Ouais. C'est vraiment votre mentor je peux dire que c'est mon mentor. C'est vrai que il m'a pris sous son épaule et clairement, il m'a amené jusque là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'arrivais aux États-Unis, j'étais un gamin, j'avais 26 ans, j'arrivais dans un très très grand labo à Harvard, la meilleure université au monde. Moi, je viens de Saint-Omer, une petite ville du Nord-Pas-de-Calais. À chaque fois, je me disais pourquoi il m'a choisi. Alors que Mais je pense qu'il a vu en moi, je pense que cette force que j'avais intérieure, cette curiosité, l'envie de me battre. Et il a su aussi que je voulais aussi travailler sur ma propre myopathie. Il s'est dit, vous savez, les Américains... Mais vous lui avez dit au départ que c'était pour travailler sur votre propre myopathie ? Alors, en vrai, je lui ai dit tout à la fin de mon premier entretien avec lui. Ouais. C'est-à-dire que dans un premier temps, je voulais mettre mes qualités de chercheur, d'étudiant en sciences. Et à la toute fin, j'ai voulu essayer d'être honnête, c'est-à-dire que j'ai une myopathie, j'ai des besoins qui sont réels. Et c'est là où je voyais si le regard allait changer ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est 1 heure d'entretien allait être balayé par juste « Ah, je suis handicapé ». C'est ça aussi qui vous dit si vous allez dans un endroit où vous pouvez faire confiance ou non. Ouais. Son regard n'a pas changé. Et au contraire, il m'a dit « T'es le bienvenu ». Je parlais du Téléthon tout à l'heure parce que c'est à celui qui a importé le Téléthon en France, Bernard Barateau, que vous devez d'être devenu chercheur finalement. Oui, et ça ramène un peu aussi dans le passé, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 20 ans, j'avais fait une visite du laboratoire de l'AFM Téléthon qui s'appelle le Généton à Évry. Et à cette époque, c'était la première fois que je visitais des laboratoires, je rencontrais des chercheurs. Et pour la première fois, ils me donnaient un discours qui était très très différent des médecins. C'est-à-dire que tous les ans, on me disait, la maladie progresse, on ne peut rien faire. Et les chercheurs me disaient un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils me disaient on va travailler sur votre myopathie et on va trouver un traitement. Et tout d'un coup, la blouse blanche s'est un peu transformée en cape de super-héros et j'ai voulu devenir comme ces gens-là, c'est-à-dire littéralement sauver des vies. Ouais. Et lequel super-héros ? Superman. Ouais. Vous publiez votre histoire dans Le combat d'une vie aux éditions du Rocher. Dans l'imaginaire collectif, vivre avec un handicap semble davantage synonyme de perte que de richesse. Et pourtant, il existe bien un monde où l'on apprend de la maladie. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on voit le handicap comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire que, c'est aussi une question sémantique. Le handicap, c'est ne pas être capable de faire quelque chose. Alors tout de suite, on fait un très très raccourci en pensant que les personnes handicapées sont capables de rien faire du tout. Et au contraire, je pense que le handicap est une façon de faire aussi les choses différemment, de par le handicap, de par les barrières que nous met la société. On est obligé de se débrouiller, de trouver d'autres options.
Et je pense que cette différence aujourd'hui peut être une plus-value dans notre société. Je pense qu'on ne demande pas beaucoup l'avis des personnes handicapées. Et je pense que... C'est une fois par an. Une fois par an. Et c'est exactement ça. Au Téléthon. Au Téléthon. C'est-à-dire que voilà, pour une fois, on met un peu en lumière ces personnes-là, les maladies rares, les maladies génétiques. Et ça dure 48 heures. Malheureusement, le Téléthon, pour nous, c'est toute l'année. Et on se lève avec la maladie. C'est pas quand le Téléthon finit, la maladie s'en va. Non, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de concret. On a aussi des maladies génétiques qui sont rares. Alors, pour votre cas, c'est même pas rare, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Ils ont même trouvé un terme, on appelle ça ultra rare. C'est parce que c'est très très rare. Voilà, c'est ça. Et oui, il y a personne qui travaille dessus. Je veux dire que j'étais un peu le seul espoir sur ma maladie, parce que bon, il y a clairement personne qui travaille dessus. Et donc à un moment donné, je me suis aussi obligé à être chercheur, à travailler sur cette maladie. Parce que bon, si j'allais attendre, je pouvais attendre toute ma vie pour un traitement. Et donc malheureusement, c'est ça. À un moment donné, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Ouais. Vous avez trouvé le gène responsable. Comment il s'appelle ? Alors le gène s'appelle TPM3. D'accord. Et c'est un gène très très important pour le fonctionnement du muscle. D'accord. C'est le fameux gène fautif oui. Qui est défectueux dans le cadre de votre maladie. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de connaître la cause de votre maladie ? Alors déjà, ça a mis la fin à 25 ans d'errance du diagnostic. J'ai attendu 25 ans pour ça. C'est-à-dire que pendant 25 ans, vous essayez d'expliquer une maladie à d'autres que même les médecins ne savent pas vous expliquer. Et donc, comment voulez-vous faire ? Vous êtes gamin, vous dites, bon, vous êtes malade, oui, mais bon, de quoi, de comment ? Vous n'avez rien à dire. Et bon, il y a un poids qui s'est libéré de mes épaules. Hein. Pour moi, c'était un nouveau départ. Je me sentais libre de faire des choses. L'avenir s'ouvrait grand. J'ai l'impression qu'une grande porte s'ouvrait devant moi. Et je pense que ça a été la raison aussi pourquoi un an après, je suis parti aux États-Unis. C'est que j'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'arrêter maintenant. Ouais, j'avais une nouvelle vie qui commençait. Qu'est-ce qui vous a mis la piste sur ce gène ? Parce qu'il y a quelque chose qui vous a mis sur la piste. Alors, je pense que de nature, je suis quelqu'un de très très curieux. Et de deux, encore une fois, je reviens sur cette différence. Moi, mon handicap m'a permis, en fait, à l'école, j'avais beaucoup de mal à la prise de notes. Et donc, je devais beaucoup écouter, beaucoup regarder. Et en fait, je développais une mémoire photographique. C'est-à-dire que, bon, voilà, tout ce que je regarde, tout ce que j'entends, je le retiens très très facilement. Et également dans mon métier. Et donc, j'étais en train, durant mes recherches, durant ma thèse, durant mon doctorat à l'université de Lille, je regardais, je lisais plusieurs articles scientifiques. Et à un moment, je tombais sur un article qui décrivait des patients avec les mêmes symptômes que les miens, dont on avait découvert la cause génétique. Et je me suis dit, mince, j'ai l'impression... Vous avez tous un point commun, en fait. Ouais, et j'ai l'impression de dire, je suis en train de me lire, là. Ces personnes-là, on dirait moi. Et bon, j'en ai parlé à mon neurologue, qui était aussi membre du laboratoire là où je travaillais. Et je lui ai dit, bon, ça serait bien, parce que les médecins avaient cherché pendant 25 ans. C'est-à-dire qu'on a plus de 20 000 gènes dans le corps humain. Et donc, il fallait trouver le gène. C'est un peu une aiguille dans une botte de foin. Hein. Et je leur ai dit, bon, allez voir ce gène-là. Allez le séquencer. Allez voir s'il n'y a pas une anomalie. Donc, on a fait une prise de sang. Et 3 mois après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, t'avais peut-être raison. Ils vous ont fait la prise de sang à vous ? Oui, à moi, oui. Et il y avait une anomalie ? Exactement, sur ce gène-là. D'accord. Ouais. Mais une fois qu'on a l'ennemi... Ouais. Il faut le traquer. Ouais. En quoi ça aide pour le traquer, l'ennemi ? C'est-à-dire que, bon, à partir de là, on peut développer des thérapies qui ciblent ce gène précis. On est amené aussi à mieux l'étudier, cette maladie. C'est-à-dire qu'on peut aussi regrouper, identifier d'autres patients avec la même maladie, avec la même anomalie génétique. Donc c'est aussi une meilleure compréhension de la maladie, développer de nouveaux traitements. Aussi également, il faut savoir que bon, si plus tard je veux des enfants, c'est aussi éviter de la transmettre. Et bon, avec aujourd'hui, il y a des techniques médicales, comme la fécondation in vitro, le dépistage préimplantatoire. Et en connaissant l'anomalie génétique, eh bien, on peut éviter de transmettre cette maladie à nos enfants. Et pour moi, c'était aussi une sorte de traitement. C'est-à-dire que j'étais le premier dans ma famille à avoir cette maladie. Et je sais que je serai le dernier. Ouais. Donc vous êtes remonté un petit peu dans la lignée pour voir s'il y avait déjà eu des cas. Ouais. Exactement. Et non, j'étais le seul dans la famille à avoir des symptômes, à avoir une myopathie. Et donc non, ça a commencé avec moi. Et le but, c'est que ça s'arrête avec moi. Ouais. Alors il y a 300 sortes de myopathies. Oui. Donc voilà, qu'on parle de myopathie, mais c'est les myopathies. Les myopathies, oui. Il a fallu attendre 25 ans pour savoir à quelle famille appartenait votre myopathie. Exactement. Même si au départ, on ne disait pas que c'était une myopathie, d'ailleurs.
Oui, on parlait d'amyotrophie spinale. Vous savez, à l'époque, en 1990, on connaissait 2 maladies musculaires. On connaissait l'amyotrophie spinale, on connaissait la myopathie de Duchenne. Aujourd'hui, on en connaît plus de 300. Donc vous voyez déjà que la médecine a avancé là-dessus. Et malheureusement, ces maladies sont des maladies très très graves. L'amyotrophie spinale, à l'époque, il n'y avait aucun traitement. Quand un bébé était atteint de cette maladie, l'espérance de vie était de 1 ou 2 ans. Et c'est ce que les médecins ont dit à mes parents. Et ils leur ont dit, votre enfant... Au début, ils disaient, voilà, espérance de vie 2 ans. 2 ans. Et ils ont même dit à mes parents, ça vaut pas le coup de se démener, voilà, c'est fait, quoi. Passez à autre chose. Votre bébé, il va mourir. Hein. Ça, rien de ça, il ne faut pas s'attacher à votre enfant. On a dit ça à mes parents, vous savez, c'est dur. Hein. Il n'y a aucun traitement, il n'y a rien à faire. Et donc, je pense que mes parents, ma maman aussi, en a voulu aussi à la médecine, de ne pas savoir. Parce que quand on pense qu'on va chez le médecin, on pense que vous donnez un traitement, vous avez un mal de tête, vous prenez un cachet. Malheureusement, les maladies rares, c'est pas ça. C'est pas j'ai une maladie, je prends un cachet et tout est OK. Et donc, malheureusement, et c'est, je pense, le travail du Téléthon aujourd'hui, c'est de mieux comprendre ces maladies et d'apporter un espoir, mais pas seulement un espoir, c'est aussi de transformer cet espoir en action et transformer cet espoir en médicament. Aujourd'hui, on a 7000 différentes maladies rares. Vous imaginez, ça représente des millions de personnes, des centaines de millions de personnes dans le monde. Alors pour votre maladie qui est ultra rare, vous dites en France, ça fait combien de personnes? Ouais, je dirais, on n'a pas les chiffres exacts, mais une petite centaine. Oui, c'est ça. C'est moi ce que je dis, ça remplit pas une salle des fêtes. Il y a pas beaucoup de monde. Ça motive pas les labos à travailler sur un traitement surtout de grande envergure. Hein. Des labos privés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Dans la science et la recherche, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et on a la chance d'avoir le Téléthon aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les seuls au monde, c'est-à-dire que même les Américains l'ont pas fait, on peut être un peu chauvin. Le Téléthon a créé, grâce aux donations des Françaises et des Français, des instituts médicaux et de recherche à but non lucratif, c'est-à-dire que ces traitements, l'argent se fait pas le Téléthon ne se fait pas l'argent avec les donations. Les donations permettent de donner des traitements aux patients et ça s'arrête là. Le but, c'est qu'avec vos dons, on sauve des vies. On va pas enrichir X ou Y. Et donc, les gens ne le savent pas toujours, ça. Hein, ils ne le savent pas toujours, mais c'est clairement, on n'enrichit personne. Si on va enrichir, j'ai envie de dire, la vie des gens, c'est-à-dire, on va leur sauver la vie. Et je pense que je pense que le message est très très beau, c'est-à-dire qu'avec 1, 2 ou 10 euros, les gens vont contribuer à sauver la vie d'autres personnes. Et c'est une solidarité qui, je pense, inégalée au monde, parce que même les Américains, je reviens sur ça, ont le Téléthon, mais ils n'ont pas créé le Généton américain. L'argent là-bas est redonné à des labos académiques dans des universités, mais ils n'ont pas créé des labos et des instituts de recherche à but non lucratif. Et donc le système français, le Téléthon français est quand même quelque chose d'unique, on ne se rend pas compte. Moi je me rends compte maintenant en étant aux États-Unis. Mais business is business quand même. Hein. Les États-Unis, c'est ça, business is business. Ils savent aller chercher l'argent. Exactement. Mais cette solidarité en France, ce concept est inégal au monde, c'est quelque chose d'unique. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Non, on se rend pas compte de la chance. Ouais, on ne se rend pas compte. Voilà, j'ai invité ce matin Mathias Lambert, docteur en biologie, chercheur qui publie son histoire dans un livre témoignage qui s'appelle Le combat d'une vie aux éditions du Rocher. Pendant longtemps, vous avez pas caché votre maladie, mais vous n'en avez pas parlé. Et puis à partir d'un certain moment, vous avez décidé d'en parler. Qu'est-ce qui vous a décidé à justement pouvoir parler de ce qui vous arrivait? Je pense que c'est au moment où j'ai découvert le gène de ma myopathie, c'est-à-dire que j'ai pu enfin expliquer aux autres ma maladie. Pendant 25 ans, encore une fois, les médecins n'arrivaient pas à m'expliquer cette maladie, donc comment vous voulez que je l'explique aux autres? Et quand j'étais aussi plus jeune, la maladie j'en avais honte. C'est que je voulais être un enfant entre guillemets normal. Je pense que j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Et donc, par exemple, le fauteuil, j'en voulais pas. Le fauteuil, je voulais pas le montrer. Vous savez, ma maman me l'a un peu, et petit à petit, elle vous l'a imposé, intégré. C'est-à-dire qu'au début, elle le mettait dans le salon. Je le regardais tous les jours, mais vous savez, c'est un peu une réaction un peu de répulsion. Hein. C'est-à-dire que vous voyez ça, vous pouvez pas le voir, quoi. Mais après, c'était
faire quelques sorties avec. C'est un peu, vous savez, quand on essaie d'intégrer, de faire manger des légumes à votre enfant, c'est un peu ça. Elle a fait la même chose, mais avec le fauteuil. Elle a essayé, voilà, c'est step by step. C'est step by step, c'est ça, exactement. Ouais, petit peu par petit peu, stratégie des petits pas. Exactement, mais elle savait très bien que j'allais en avoir besoin un jour et qu'elle savait que ça allait améliorer mon confort de vie. Mais encore une fois, oui, quand j'étais jeune, en plus en étant le seul dans ma famille à avoir cette maladie, j'avais toujours les regards. Quand j'étais petit à l'école, c'était les moqueries. J'ai fait face à ça, et vous savez, quand parce que votre mère s'est battue pour que vous ayez ce qu'on appelle une scolarité dite normale. Normal, c'est vrai que le mot normal, pardon, je suis désolé. Qu'est-ce que normal, c'est ça? Parce que, encore si on peut venir sur ce sujet-là, mais ma normalité, moi, c'est d'être malade. J'ai jamais connu un seul jour sans la maladie. Et donc, encore une fois, le prisme avec lequel je regarde la vie est totalement différent du vôtre. Mais je pense qu'il faut l'intégrer dans cette société, ce prisme, justement, c'est cette vue différente. Mais oui, moi je voulais cacher cette maladie, je voulais absolument la cacher. Elle s'est battue pour que j'ai une éducation, et elle s'est battue surtout pour que j'ai la même chance que tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éducation, ça vous permet plus tard d'avoir un diplôme, d'avoir un travail. Elle s'est dit, si mon enfant va, en plus que il peut pas beaucoup marcher, si sa tête ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc elle s'est dit, elle m'a toujours dit, muscle ton cerveau, parce qu'elle savait que mes jambes n'allaient pas fonctionner. Et donc vous savez, c'était beaucoup de travail, c'est-à-dire que votre mère, c'est peut-être votre premier mentor d'ailleurs. Hein. Si on revient là-dessus, oui, c'est clairement mon premier mentor. C'est le mentor, je pense, c'est mon mentor de vie. J'ai eu un mentor professionnel, Luke Uncle, mais mon mentor de vie, c'est ma maman. Ça a été mon mentor, aussi mon moteur. C'est-à-dire qu'elle m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Elle n'a jamais rien lâché. Elle m'a toujours dit aussi de ne rien lâcher, d'aller au bout de mes idées, d'aller au bout de mes convictions. Et je pense que oui, elle m'a transmis cette force, ce gène de la résilience, comme je le raconte dans le livre. Et au-delà de me transmettre tout, non, c'est surtout cette force. Encore une fois, vous savez, la maladie, et notamment la société, peut vous écraser en un instant. C'est-à-dire que si vous vous sentez mal, il n'y a personne pour vous sauver. La maladie, c'est marche ou crève. C'est l'instinct de survie à un moment donné. Vous savez, quand je suis parti en recherche, c'était aussi un peu égoïste, mais c'était pour sauver ma peau. Parce qu'il n'y avait pas de traitement. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes devenu un patient chercheur, c'est ça? C'est ce que oui, les Américains disent ça. C'est patient scientist. Ils adorent ça. Mais j'ai compris aussi que beaucoup de patients, notamment des maladies rares, beaucoup de familles, étaient devenus experts de leur propre maladie. Encore une fois, on rappelle, il y a à peu près 300 différentes maladies neuromusculaires. Quand vous voyez un neurologue, il n'est pas expert des 300 maladies. Mais quand vous êtes atteint d'une maladie, vous êtes obligé d'être autodidacte, d'aller rechercher vous-même les infos. Parce qu'encore une fois, eh bien, la médecine, la science progresse, mais pas assez vite. Enfin, vous avez grandi en plus à une époque où Google n'existait pas forcément. Oui, en plus, oui. Parce qu'aujourd'hui, ça serait peut-être plus facile de faire des recherches sur des maladies. Exactement. Les banques de données sont aujourd'hui en open source, donc. Exactement. Voilà. Et c'est ce que j'espère aujourd'hui, c'est que, en m'écoutant, d'autres malades, d'autres patients vont peut-être aussi devenir experts de leur propre maladie, justement aussi avec ces outils. Qui sera peut-être pour eux plus facile de comprendre, et peut-être aussi de parler avec leur médecin en disant tiens, peut-être il faut peut-être aller vers cette voie, ou peut-être vers ce gène. C'est ce que j'ai fait moi il y a 10 ans, et on n'avait pas encore tous les outils d'aujourd'hui, mais je pense qu'il faut être curieux, il faut être maître de son propre destin, et je veux dire, même des fois les médecins n'ont pas la réponse, donc malheureusement c'est comme ça, c'est encore une fois, c'est marche ou crève, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est la survie. Mais vous vouliez devenir chercheur aussi pour mieux comprendre votre maladie, pour mettre des mots dessus. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez comprendre finalement sur votre maladie que vous ne viviez déjà? Oui, et comprendre peut-être un peu l'avenir aussi. Parce que 25 ans d'errance du diagnostic, c'est 25 ans à ne pas savoir comment la maladie allait évoluer. 25 ans, voilà, où je voyais la maladie progresser, mais encore une fois, est-ce que j'allais mourir à 30 ans? Vous voyez, quand vous avez une myopathie, vous pensez à d'autres myopathies comme les myopathies du chêne, où l'espérance de vie est à peu près de 30 ans. Et alors vous avez travaillé sur la myopathie du chêne? J'ai travaillé sur la myopathie du chêne, et je travaille encore toujours sur la myopathie du chêne. Mais oui, et puis aussi un avenir, voilà, aussi familial. Voilà, si je veux fonder une famille un jour,
est-ce que mes enfants auront cette maladie? Est-ce que je vais devoir recommencer de zéro? C'est-à-dire recommencer, voilà, refaire ce que ma mère a fait. Je pense pas que j'ai son courage. Je pense pas que j'ai cette force, parce que j'ai déjà, vous savez, 25 ans, 35 ans maintenant de maladie. Bon, le corps est un peu cabossé. Hein. La maladie m'a mis des coups. Hein. Vous dites qu'en fait, que ça fait 35 ans que vous boxez. C'est ça. Avec votre maladie. Et boxer, évidemment, on voit très bien l'image. C'est prendre des coups, il faut apprendre à esquiver aussi, parfois, la maladie. C'est-à-dire que des fois, il faut savoir accepter qu'elle vienne vous attaquer, faire un peu le dos rond, mais sans oublier que, bon, après, il y aura des moments où ce sera un peu plus tranquille. Mais je sais que j'ai des périodes de grande fatigue qui m'empêchent parfois de travailler, qui m'empêchent d'avoir une vie personnelle, de sortir, de faire des choses que j'ai envie de faire. Il faut l'accepter. Hein. J'ai mis longtemps à l'accepter. Je crois que j'ai peut-être accepté ça il y a 3-4 ans. Justement, quand j'ai rencontré... À un moment où la maladie vous avait mis KO. Exactement. Et j'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment. Et bon, j'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis qui est aussi devenu ma fiancée, Sarah. Et c'est vrai que elle m'a appris beaucoup de choses. Le regard d'accepter le handicap. Et je retiens quelque chose qu'elle m'a dit, c'est-à-dire qu'il faut choisir ses combats. Je peux pas combattre contre tout. Je peux pas combattre toutes les maladies. Je peux pas sauver tout le monde. Je peux pas être Superman, malheureusement. Mais il faut choisir. Hein. Faut choisir. Vous êtes un super-héros ou vous n'êtes pas un super-héros. Mais malheureusement, on peut pas. Même Superman, il peut pas sauver tout le monde. Vous savez. Et donc, à un moment donné, il faut choisir son combat. Et je pense que au-delà de mon propre combat, eh bien, ce combat d'une vie, je pense que c'est aussi, le combat de plusieurs vies, d'autres vies. J'espère que, de par mon récit, de par mon parcours, les personnes pourront s'en servir eux-mêmes pour, j'ai envie de dire, réaliser leurs rêves et encore aller plus loin. Et puis, face aux préjugés, face à l'injustice, de faire reconnaître, de changer le regard des personnes. Vous savez, j'ai réalisé quelque chose dans mon métier. Voilà, j'ai enseigné, j'ai fait des conférences à la maternelle jusqu'à l'université, à tous les niveaux. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que il est très très difficile de changer le regard des adultes. Vous savez, leur faire changer le regard sur le handicap, c'est quasiment impossible. Et j'ai très vite compris que là où le combat pouvait se mener, c'est avec, j'ai envie de dire, les plus jeunes, ceux qui sont à l'école aujourd'hui. Et je pense qu'il faut éduquer dès le plus jeune âge sur le handicap, éduquer au respect du handicap, mais aussi éduquer à la différence, peu importe la différence, parce que ces jeunes d'aujourd'hui seront les citoyens de demain, seront ceux peut-être qui décideront de nos lois, qui seront nos élus, qui changeront le monde dans lequel on vit. Et donc, je me dis que ce combat doit se mener dès le plus jeune âge pour que toutes ces injustices liées à l'inclusion, liées à l'insertion professionnelle. Mais l'inclusion, c'est au-delà du concept, ça se vit. L'inclusion, oui, ça se vit, ça se ressent, c'est de tous les jours. Vous voyez, enfin moi, quand je suis en fauteuil, l'inclusion, ça commence dès qu'il y a une marche. On n'y pense pas, mais dès qu'il y a une marche, bon, il vous faut quelqu'un pour vous aider. C'est tout, c'est comme ça. Mais bon, vous de vous-même, si au bout de toute la journée, vous voyez 15-20 marches à enjamber, bon, à la fin de la journée, vous n'en pouvez plus, mais bon, demain, on recommence. Et donc, oui, je pense qu'il faut faire changer les choses, mais malheureusement, ça ne viendra pas des adultes. C'est plus facile aux États-Unis Je pense que c'est aussi culturel, oui, c'est plus facile. C'est-à-dire que la loi sur le handicap date de 1990. En France, elle date de 2005, donc c'est juste un gap de 15 ans, qui est quand même énorme dans une vie. 15 ans, bon voilà, vous pouvez faire des choses. Donc c'est culturel aussi, du point de vue aussi, ils ont les vétérans, c'est-à-dire que les gens qui revenaient de la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, beaucoup d'entre eux revenaient malheureusement avec un handicap physique ou psychologique. Et il y a eu beaucoup de choses de mises en place pour eux. Et il y a aussi beaucoup de respect pour ces personnes. Et donc je pense que culturellement, les gens ont plus de facilité à accepter le handicap dans leurs institutions, dans le privé, dans le public, qu'on n'a peut-être pas encore aujourd'hui en France, malgré les progrès qu'il y a. Mais on aura toujours ce retard. Je dirais, on pourrait peut-être le rattraper si on mettait peut-être plus de personnes handicapées à des postes à décision. Justement, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Et je vais vous donner un exemple tout simple.
Si j'avais pas travaillé sur ma maladie, personne n'aurait travaillé dessus. Alors si vous voulez que demain les lois changent sur le handicap, peut-être qu'il faut mettre des gens handicapés à ces postes. C'est le week-end du Téléthon 36-37, si vous voulez donner. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important de donner au Téléthon ? J'ai envie de dire c'est important pour les patients, c'est important pour l'intérêt commun, c'est-à-dire que les découvertes qu'on va faire aujourd'hui peuvent bénéficier à des maladies beaucoup plus communes. Et dans un second temps, j'ai envie de dire, si demain, malheureusement, on avait moins de dons au Téléthon, ce sera des programmes de recherche qu'on devra arrêter, ce sera peut-être des essais cliniques qu'on devra arrêter. Et imaginez un peu si on disait à une maman aujourd'hui, écoutez, demain, on ne peut plus prendre votre enfant dans cet essai clinique parce qu'on n'a pas reçu de dons, et votre enfant devra laisser sa place, et votre enfant n'aura jamais de traitement. Je pense que pour moi, c'est quelque chose d'inimaginable, et c'est pour ça qu'on a besoin. Voilà, le Téléthon a réussi d'importantes victoires. On a guéri plusieurs maladies, des maladies du système immunitaire. Je pense aussi à des maladies neuromusculaires comme la myotrophie spinale, qui grâce au Téléthon ont été guéries. Là, vous allez voir au Téléthon, on aura là aussi des premières victoires sur la myopathie du chêne, où un essai clinique fonctionne. C'est-à-dire que moi, je peux vous le dire en tant que patient, mais aussi en tant que chercheur. J'ai vu les données. Personne ne fait mieux au monde. Le Téléthon, on peut encore une fois se vanter, on peut être un peu chauvin, mais le Téléthon surclasse un bon nombre de laboratoires du monde, et j'ai envie de dire même d'entreprises pharmacologiques. C'est-à-dire que oui, le Téléthon est pionnier dans ces thérapies géniques, dans ces thérapies cellulaires. On a 30 ans de recul dans ces thérapies. À l'échelle de l'homme, c'est pas grand-chose. On a du recul sur les molécules qu'on utilise, on a du recul sur 100 ou 200 ans. Mais si vous voulez, des thérapies géniques qui sont un peu de la science-fiction, ça paraissait de la science-fiction il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Et donc, je pense que le but de ce Téléthon aujourd'hui, c'est de multiplier les victoires. L'acronyme, c'est CFTD. Oui. En anglais, c'est le nom de la maladie ultra rare dont souffre mon invité ce matin, qui s'appelle Mathias Lambert, et qui publie son histoire, Le combat d'une vie, aux éditions du Rocher. Vous êtes donc patient, chercheur, et vous avez isolé le gène, le gène qui touche votre maladie. On parlait de votre mère tout à l'heure. Votre mère, elle s'est battue toute seule, puisque votre père est décédé quand vous étiez encore tout petit. Oui, à 6 mois. Ouais. Et il y avait des difficultés financières, faut dire aussi. C'était pas toujours facile à la maison. Oui, clairement. Bon, ma maman, on était proche de la rue. Elle a fait les Restos du Cœur, elle a fait Emmaüs, des choses comme ça. Ouais. Et on lui a même dit à un moment donné, vous pouvez pas recevoir ces aides parce que vous avez déjà des aides pour le handicap, alors que c'était pour payer des semelles orthopédiques. Mais on lui a refusé des aides pour s'alimenter. Une femme seule en 90, en plus qui élève un enfant handicapé, avec le regard des autres, avec toutes des choses comme ça. Elle a essayé de trouver un métier. On lui a toujours dit, vous savez, vous avez un enfant handicapé, donc vous êtes souvent absente. Vous voyez les préjugés. Donc double peine. Double peine, on la prenait pas au travail. Et donc c'est ce qu'on lui a dit. Vous savez, même à un moment donné, on lui a fait cette réflexion dans un travail où elle était censée être une assistante pour les personnes handicapées. Et il m'a dit, non, vous avez un enfant handicapé, donc vous n'allez pas être là. Vous voyez l'imbroglio dans... C'est souvent les structures qui travaillent dans ces milieux-là qui sont peut-être les plus maltraitantes. Vous savez, j'ai vécu... En tout cas, qui ne sont pas plus bienveillantes, comme on dit aujourd'hui. J'ai envie de dire, oui, ils ne sont pas plus bienveillantes. J'ai vécu pendant 2 ans dans un institut, on appelle ça un IEM, près de l'université. Et donc cet institut médical, j'ai vécu pendant 2 ans où je me suis fait de nombreux amis. J'ai côtoyé pendant 2 ans des personnes en situation de handicap beaucoup plus graves que les miens, que le mien. Et malheureusement, parfois, je faisais face à l'incompréhension. Encore une fois, l'indifférence des gens. Je leur disais, je veux étudier, je veux aller à la fac. Et on me disait, non, reste là, fais pas ça. Donc oui, je pense qu'il y a de l'incompréhension partout, de l'indifférence. Mais encore une fois, si on demandait l'avis des jeunes en situation de handicap, qu'est-ce que tu veux faire ? Je pense que le monde irait mieux. Alors vous, si on vous avait posé la question il y a quelques années, vous auriez dit footballeur. Oui. Au début. Oui. Longtemps, vous dites que vous vous êtes vu courir dans votre tête. Oui, je pense encore aujourd'hui. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez rêveur.
Je pense que quand on est chercheur, il faut être rêveur aussi. Rêver d'un traitement, rêver d'une vie autre. Mais oui, j'ai toujours eu cette dualité, c'est-à-dire que bon, vous voyez, quand vous êtes en situation de handicap, vous ne voyez pas tous les jours dans le miroir. Moi, quand je marche, je pense que je marche entre guillemets normalement. Je me vois pas boiter, d'avoir une démarche un peu dandinante ou de marcher lentement. Encore une fois, c'est ma normale. Donc voilà. Et oui, je me suis vu courir dans la tête. Peut-être aussi un manque de maturité. J'étais beaucoup plus mature sur des questions comme la vie ou la mort. C'est-à-dire que la maladie vous rattrape et je savais que la maladie pouvait tuer. Ça, vous aviez conscience très très tôt, dès de l'âge votre finitude. De 2 ou 3 ans, je savais déjà des notions comme la vie ou la mort et la peine, les émotions derrière qu'il y avait. Mais par contre, comprendre ma maladie, comprendre des choses, comprendre que mon corps ne pouvait pas faire des choses, ça, j'ai mis peut-être 6 ou 7 ans à vraiment le comprendre. Non. À quel moment vous avez posé le mot maladie sur ce que vous aviez ? Que vous êtes vécu comme quelqu'un de malade, finalement ? Je pense justement qu'on revient sur cette notion de cette histoire de footballeur. C'est justement quand j'étais à l'école primaire, j'avais peut-être 8 ans à peu près, 8 ou 10 ans, où j'ai participé à une rencontre interscolaire où voilà, il y avait un match de foot. Et moi, vous racontez ça, ouais, dans le livre. C'était être footballeur. Vous savez, j'ai grandi en 98, c'était la Coupe du Monde, on l'a gagné. En 2000, on a gagné la Coupe d'Europe. Tous les gamins de l'époque voulaient être footballeurs, je veux dire. Et moi c'était pareil. Et à l'époque, voilà, je suis allé sur le terrain, j'avais revêtu le maillot de l'équipe de France, j'avais les chaussettes rouges, j'avais le short blanc, et j'ai pas vu le ballon pendant 90 minutes. J'ai pas vu le ballon à droite, à gauche, tout allait très vite. Et au fond de moi, c'est là où je me suis dit que j'étais malade, mais aussi que la maladie pouvait me prendre mes rêves. Vous êtes gamin, et vous dites que ça y est, la vie allait changer maintenant. Et ça vous fait mal, même encore aujourd'hui quand j'en parle. Ouais, ça reste là, c'est un goût amer. Parce que c'est aussi une honte face aux autres, face à soi-même. On s'était promis quelque chose, on n'arrive pas à le faire. Et c'est pas une question de volonté, À un moment donné, oui, vous pouvez pas, voilà. vous pouvez pas. Mais il faut aussi acquérir cette maturité que le corps a ses limites. Et voilà, à un moment donné. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que l'esprit a aucune limite. Encore une fois, je me vois courir. L'esprit, je peux rêver de ce que je veux. Et j'ai toujours fait en sorte ensuite que mes rêves deviennent réalité. C'est-à-dire qu'ensuite, j'ai rêvé d'être chercheur. Et bon, chercheur, je savais que on n'a pas besoin de capacités physiques extraordinaires. Et donc, je me suis rattaché à ça. C'est-à-dire que c'était une petite branche de rien du tout. Et je m'y suis attaché, mais alors comme un fou. Enfin, vous étiez un bon élève. J'étais un bon élève, j'étais pas un génie non plus. Je veux dire, voilà, aux jeunes qui nous écoutent, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis à Harvard. Je peux vous dire, parfois même à la fac, mes notes en génétique, c'était pas brillant des fois. Mais encore une fois, je me suis accroché. Ça veut pas dire que... Vous savez, ma maman m'a toujours appris de savoir me relever. On peut tomber, on peut mettre un genou à terre. On est des humains après tout. Mais l'important, c'est de savoir se relever. C'est-à-dire que bon, on chute, on a une déception, on se relève très vite et ensuite on y va. Et c'est ce que je me suis dit, voilà, à chaque fois où, vous savez, j'ai fait des erreurs dans mon métier, j'ai toujours eu des moments où ça n'allait pas, mais j'ai cette capacité à rebondir très très vite. Et je pense que la maladie m'a appris ça, et encore une fois, parce que la maladie, c'est la survie. Vous expliquez qu'il n'existe pas de manuel du type comment vivre avec une maladie. En revanche, il existe des récits de personnes atteintes de maladies. Ouais. Votre livre, c'est un livre qui permet de voir la maladie de l'intérieur. Qu'est-ce que vous vouliez dire, vous ? Qu'est-ce que vous vouliez expliquer aux gens ? Qu'est-ce que vous vouliez leur montrer sur votre quotidien ? Oui, c'était, j'ai envie de dire, l'envers du décor. La maladie ne s'arrête pas au fauteuil roulant. Il y a plein de choses ensuite, c'est-à-dire, bon, quand on rentre à la maison, voilà, il faut faire, voilà, j'avais de la kiné à faire, le soir, maintenant, j'ai une assistance respiratoire, là, on ne le voit pas. Mais ça fait un moment que vous avez une assistance. Ça fait maintenant 17 ans. Ouais. C'est-à-dire que tous les soirs, ma vie est reliée à un fil. Clairement, mes poumons ne fonctionnent pas. Ça, je l'ai appris aussi en étudiant ma maladie, c'est-à-dire que... Ça, c'était un peu le point de départ sur le gène que vous avez trouvé, d'ailleurs. Exactement, ouais. Et les muscles les plus impactés dans cette maladie sont les muscles respiratoires. Et généralement, quand les personnes n'ont pas cette ventilation, ces personnes décèdent. Et donc, c'est clair, c'est concret.
cette maladie tue. Et encore une fois, chaque nuit, je suis relié à un fil qui me permet de me maintenir en vie et ça me permet d'être là aujourd'hui. Et donc oui, c'est la maladie, c'est... C'est ça, il faut expliquer ce que c'est dans sa globalité. Ouais. Dans sa globalité, à l'école, comment ça se passe, dans l'administratif, dans la société, les barrières qu'on a. Vous savez, généralement, j'ai toujours dit que ce qui pose le plus de barrières, c'est pas la maladie finalement, c'est la société qui nous met des barrières. Vous savez, la maladie, moi, à la maison, tout est adapté pour moi. Bon, la maladie, je ne la vois pas à la maison. Vous savez, j'ai une machine, mais bon, tout est mis en place. Dès que je sors de chez moi, c'est-à-dire que votre environnement à la maison est adapté pour vivre. Pour vivre entre guillemets avec mes besoins, mes envies, etc. Mais la société n'est pas adaptée, la société n'est pas prête à cette différence. Et encore une fois, cette différence, vous savez, si on a cette chance, on va tous venir à ce moment-là, c'est-à-dire la vieillesse, et on va tous être dépendants à un moment de quelqu'un ou de quelque chose. Et alors les aménagements, aujourd'hui on vous dit on va mettre une rampe, on râle un petit peu, on va dire les handicapés, quelle bande de râleurs, mais non, pas du tout, parce qu'encore une fois, ce qu'on fait, c'est aussi amener un progrès dans notre société. Là, vous voyez, il y a 2 jours, le 1er décembre, on a eu le remboursement à 100% des fauteuils roulants. C'est quand même une victoire, j'ai envie de dire, face à l'injustice. On a attendu longtemps, je veux dire, on s'est battu pour ça. On s'est battu très très longtemps. Les premiers fauteuils qui ont commencé à être partiellement remboursés par la Sécurité sociale datent de 1960. On a dû attendre 65 ans pour qu'on ait 100% de remboursement. Aujourd'hui, on a une loi de 2005. Enfin, sur des modèles mécaniques. Modèles mécaniques. Attention, c'est pas... Mais... Ces modèles mécaniques, pour les modèles électriques, c'est sujet à demande d'autorisation. Exactement, avec le médecin, etc. Voilà, c'est pas... Voilà, bon. Mais c'est quand même un progrès extraordinaire. C'est-à-dire que de nombreuses associations, de nombreux patients se sont battus pour ça. C'est une victoire quand même, on va pas le nier. Mais est-ce qu'on devrait s'arrêter là ? Non, pas du tout. Non, mais attendez, là, on est en train au Parlement de voter le budget de la sécurité sociale. Si le budget n'est pas adopté, les fauteuils ne seront... C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, et ouais. vous racontez, vous prenez un exemple clair, c'est que vous aviez besoin de kiné. Ouais. Aux États-Unis, c'était pas pris en charge. C'était pas pris en charge, c'était $40 par séance. Donc ça fait $80 par semaine. $80 par semaine, on est à peu près à $400 ou $500 au mois. Ouais. Moi, je préfère au final me faire des belles vacances que d'aller au kiné. J'ai fait ce choix. Je pouvais prendre un autre choix, mais à un moment, je me suis dit, j'ai envie de profiter de la vie. Mais vous savez, j'ai un fauteuil roulant. J'ai dû mettre des roues électriques parce que malheureusement, j'ai pas la force des bras pour bouger ce fauteuil. Ces roues m'ont coûté 7 000 €. 7 000 €. Plusieurs mois à votre charge. À ma charge 100%, plusieurs mois de salaire. Parce que, encore une fois, ces roues n'étaient pas prises en charge à l'époque par la Sécurité sociale, n'étaient pas listées. Mais vous savez, j'ai testé une dizaine de différents modèles. Il n'y avait que celui-là qui était efficace à mon handicap, qui était adapté à mon handicap. Et je ne comprenais pas pourquoi la Sécurité sociale ne prend pas en charge. Parce que, je veux dire, on n'a rien demandé. Non, la maladie, on le dit pas assez souvent, la maladie, ça coûte cher. Il faut être riche pour être, il faut être riche. Enfin, pour être malade. Pour être malade, oui. Handicapé et malade. Et malade, j'inclus pas non seulement les maladies génétiques. La maladie coûte cher. La maladie coûte cher en général. C'est clair, coûte cher en tout, c'est-à-dire argent, mais aussi mental. C'est-à-dire qu'en plus que vous payez une adaptation sur votre fauteuil, il vous dit mentalement, c'est tout, vous partez pas en vacances cette année, quoi. Vous allez pas au resto pendant 6 mois parce que vous avez pas un rond. Mais c'est comme ça, il faut faire. Et donc c'est pour ça que les gens se battent, continuent de se battre. Aujourd'hui, on a une loi de 2005 sur le handicap qui n'est pas très appliquée. La loi est là, la loi est très bien. Mais je me dis, c'est comme le fauteuil, là, ces avancées. Est-ce qu'on va devoir attendre 65 ans pour que la loi de 2005 soit appliquée ? Je vous laisse répondre à cette question. Alors moi personnellement, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Mais peut-être à nos auditrices, à nos auditeurs. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de lois qui sont votées et pas appliquées. C'est ça. Et, du coup, les textes existent, mais pas appliqués. Donc, Et c'est la différence avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, si votre bâtiment, votre lieu, votre restaurant n'est pas adapté, les sanctions sont très très lourdes. Là-bas aux États-Unis, ça marche beaucoup avec les procès, et les procès sont souvent gagnés par les personnes handicapées, et ça monte à des millions de dollars. Et donc les gens, je veux dire, la punition est grande. Et encore une fois, je vais vous prendre un exemple vraiment bateau, très très simple. Aujourd'hui, vous faites un excès de vitesse sur la route.
vous avez une amende. Demain, vous avez votre établissement qui n'est pas adapté. Vous n'avez aucune ou presque pas d'amende. Ouais. Est-ce que c'est normal ? Bien, alors 36-37, c'est le week-end du Téléthon. Oui. Si vous vous demandez pourquoi il faut donner au Téléthon, Mathias, vous avez répondu tout à l'heure. Oui, parce que c'est de l'argent qui va aux malades, en vrai. C'est de l'argent qui va aux malades, en vrai. C'est-à-dire que voilà, l'argent va directement au développement de thérapies pour ces personnes-là. Et encore une fois, les découvertes que l'on fait aujourd'hui pour des maladies rares vont être appliquées pour des maladies plus communes et vice-versa. Et donc aujourd'hui, c'est pour le bien commun. Le Téléthon, c'est en finale mieux vivre et en meilleure santé. Votre livre s'appelle Le combat d'une vie aux éditions du Rocher, un livre témoignage. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Mathias d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.